Bonjour, je me présente, je suis France Duboissé, le consultant RH, ancien DRH dans divers secteurs comme le service, le commerce, le BTP et autres, et responsable de la hotline sociale au sein de MSP RH pour les entreprises qui cherchent soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les indicateurs RH, importants pour la gestion des ressources humaines de l'entreprise et de son pilotage, évidemment. Nous allons nous focaliser sur les principaux indicateurs, mais surtout sur la vigilance dont on doit faire preuve lors de leur mise en place. Eh bien, allons-y. Allons-y, si monsieur veut bien. Tout d'abord, on va essayer de définir ce qu'est un indicateur RH. Bon, alors, dans un environnement particulièrement concurrentiel, il faut bien le dire, le contrôle de l'organisation et des acteurs qui composent l'entreprise devient un véritable impératif. Il devient indispensable d'avoir un tableau de bord RH performant. Alors, être en mesure d'identifier des défaillances de son modèle, mais aussi de réagir rapidement et avec exactitude face à ces dernières, permet de faire la différence et d'assurer, on l'espère, une croissance et la pérennité surtout de son entreprise. Donc pour ce faire, il convient de mettre en place, on va mettre au conditionnel tout de même, de mettre en place des indicateurs RH. La notion d'indicateur RH a commencé à se développer dans les années 70, lorsque la fonction des ressources humaines est passé de simple centralisateur de documents administratifs en rapport avec les salariés à une fonction normalement génératrice de valeur ajoutée du fait de ses conseils en matière de gestion et d'optimisation du capital humain, octroyant ainsi un levier de performance à ces entreprises. Pour citer, l'indicateur RH est un outil tout de même, est un outil de mesure permettant d'obtenir une vision globale et synthétique d'une ou plusieurs données clés du capital humain de l'entreprise. Et ce, dans le dessein de fournir une aide à la décision et au pilotage stratégique de l'entreprise, tout en servant évidemment d'outils de mesure quant à l'efficacité des actions et objectifs précédemment définis. Alors aujourd'hui, les entreprises se dotent de plusieurs indicateurs RH, qu'elles regroupent et résument dans ce que l'on appelle un tableau RH. Le tableau RH permettra aux dirigeants de suivre en temps réel l'ensemble des indicateurs, d'identifier les liens de causalité entre les différentes politiques RH, commerciales ou autres, qui ont été entreprises. Alors, c'est là où on peut s'interroger si c'est un jouet ou réellement un outil de gestion. Ainsi, bon, les lecteurs, le lecteur de ces indicateurs attend d'eux des caractéristiques parfaitement précises, qui sont la lisibilité, l'accessibilité, la temporalité et la mise en perspective. Et l'éditeur de ces indicateurs doit préserver leur permanence, leur simplicité de mise en œuvre et la faculté des comparaisons d'une période à une autre, évidemment. C'est tout l'intérêt de ces indicateurs. Et c'est aussi tout l'intérêt de celui qui aura la charge de les mettre en place. Alors, pour avoir des indicateurs, il faut évidemment une source de données. Alors, quelles sont ces sources de données qui nous permettront de fabriquer ces indicateurs? Évidemment, il y a les contrats de travail qui sont une source importante de données, l'âge, l'ancienneté, domiciliation, le salaire négocié, la catégorie et le poste. Évidemment, les soldes de tout compte le sont aussi, ils en font partie puisqu'ils indiquent que les sommes versées soldant des provisionnements passés comme la valorisation des CP, des RTT, mais aussi la valorisation de la rupture pour les IFC.
Évidemment, le bulletin de salaire qui est la traduction numérique des informations que nous devons voir, mais aussi la valorisation des charges et frais annexes attachés aux salariés. Et là, pour faciliter le travail, de nombreux systèmes paye permettent l'extraction de données et effectuent des regroupements, tout en effectuant des regroupements, soit par création de requêtes, le plus complexe, mais le plus souple et le plus proche de vos attentes, ou des requêtes prédéfinies reprenant les principaux indicateurs, mais qui, quand même, souvent sont légèrement éloignés de ce que vous attendez et qui vous obligent des fois à des retraitements. Et puis, la toute dernière, c'est celle qui est une véritable mine d'or au niveau de la donnée. Hein. C'est la DSN que votre système paye, crée et envoie à Net Entreprise chaque mois. La DSN, ça reprend chaque donnée de chaque salarié. Alors que ce soit ces données d'identité, de statut, de rémunération, de charge sociale, d'entrée, sortie, évidemment, avec la motivation et le type de contrat. Il est difficile de trouver un outil aussi complet en matière de données RH. Et en plus, les institutions rechercheront de plus en plus à centraliser les collectes vers l'URSSAF. Et plus cette source, et donc plus ils le feront, plus la source deviendra indispensable. Par exemple, aujourd'hui, la formation passe absolument sous les radars de la DSN, mais à terme devrait aboutir à l'intérieur, au sein de cette DSN, et donc parce que géré par l'URSSAF. Je pense qu'il y a 2-3 intérêts qui font que ça ralentisse un peu, que tout le monde n'aide pas à la facilité du transfert vers l'URSSAF. À chacun ses intérêts, il faut le dire. Alors, évidemment, qui dit tableau de bord, dit obligatoirement problématique de mise à jour. Parce que faire un tableau de bord, c'est pas très compliqué. Même plus ou moins compliqué, mais pas trop compliqué. Mais de les tenir à jour, là, c'est une autre paire de manches. Tout indicateur a une périodicité. Et cette périodicité, évidemment, ça colle la notion de mise à jour. Évidemment, la périodicité dépend de l'indicateur. Problématique que l'on a déjà détectée lors de l'étude de la BDES sur un précédent webinaire. Si nous prenons l'exemple de l'endettement, mettre à jour mensuellement cet indicateur, c'est complètement inutile. En RH, il en est de même. Mettre à jour une pyramide des âges mensuellement, ça n'a pas un intérêt fou. Par contre, cette périodicité peut évoluer en fonction du secteur. En effet, quel intérêt de mettre à jour tous les mois l'indicateur turnover dans un secteur particulièrement stable et inversement, comme dans les secteurs type nettoyage, gardiennage, commerce ou autres, cet indicateur connaît de fortes variations dans l'année et il est indispensable de les comparer mensuellement à l'année précédente. Cela permet de mettre en évidence des signaux faibles dans la politique de recrutement ou de la fidélisation du personnel. Une fois la problématique analysée, vous constaterez rapidement qu'il faut à tout prix éviter les usines à gaz. Alors, ce que j'appelle usine à gaz, c'est tout ce qui va entraîner des retraitements obligatoires pour prendre en compte soit des spécificités locales, soit des refacturations internes, soit des oui mais machin, il est dans ce service-là, mais c'est pas complètement vrai. Il travaille pour les X% chez Truc. Tout ça fait que si vous maîtrisez ça bien quand vous êtes en train de créer votre tableau, il est évident qu'au bout de quelques mois, il va y avoir quand même un petit peu de boue dans la machine. Et surtout, si celui qui a créé s'en va, alors là, je vous explique même pas.
c'est tout perdu pour la société. Ça freinera obligatoirement votre capacité d'intervention et de possibilité de répondre aisément à la demande. La multiplication, évidemment, des indicateurs et leur complexification rendra rapidement l'exercice particulièrement chronophage. Et franchement, c'est chronophage. Là, tenir des indicateurs à jour, c'est particulièrement compliqué. Et évidemment, puisque c'est chronophage, immanquablement, on va arriver à une certaine désuétude des chiffres présentés parce que je n'ai pas eu le temps de les mettre à jour aujourd'hui, ce trimestre-là, cette année-là, ce machin. On aura toujours une petite excuse qui viendra perturber la mise à jour parce que ça prend un temps énorme. De même, trop de chiffres tue le chiffre. Évidemment, l'étude préalable des besoins évitera de se faire plaisir inutilement. Plaisir qui sera très rapidement improductif et créera un réflexe de rejet de la part des destinataires. Évidemment, intellectuellement, on le verra, c'est très intéressant d'avoir tout un tas de chiffres et de combiner, de croiser tout un tas de chiffres. On va essayer de chercher des explications là où il n'y en a peut-être pas, mais on aura comme base ces fameux chiffres. Et puis, ça va intéresser que celui qui va le créer, et du coup, ça va gentiment mourir de sa petite mort. Mais vous aurez perdu un temps fou. Et en plus, rappelez-vous que le mieux est l'ennemi absolu du bien. Trop de précision vous empêchera d'avoir une analyse globale attendue dans cet exercice. Parce que c'est quand même l'analyse qui est intéressante, pas le chiffre. Quelles sont les clés de répartition de ces indicateurs? Parce que ça, c'est un véritable souci dans tous ces indicateurs. Vous devez avoir une réflexion lors de la mise en place à ce sujet, lors de la mise en place de votre tableau de bord RH. La réflexion doit porter sur la clé de répartition de vos différents indicateurs. Évidemment, vous avez bien sûr les clés classiques comme les catégories socio-professionnelles, les ouvriers, employés, agents maîtrise cadre, le sexe. Ces deux catégories sont totalement obligatoires dans tous les indicateurs RH entrant dans la BDES, évidemment, ou le bilan social. Mais c'est une répartition plutôt simple, correspondant généralement aux élections professionnelles, où chacun peut facilement s'y reconnaître. Mais pour certains indicateurs, il me semble que ces deux catégories ne peuvent suffire. Ainsi, les indicateurs d'absentéisme, et si l'entreprise détecte évidemment un problème profond dans la matière, ne sont parlants que s'ils sont découpés par, alors on va faire des grands thèmes, ateliers ou par service, selon votre ou micro-société, enfin je ne sais pas comment vous êtes géré et organisé surtout. Parce que savoir que l'absentéisme est de 10 sur l'entreprise n'a pas un intérêt majeur. Sauf que ça fait peur à tout le monde, ça met des boutons, mais bon, ça n'a pas un intérêt majeur. Par contre, savoir que le taux d'absentéisme dans ce service est de 40 et que dans tous les autres services, il n'est que 2, ça peut quand même légèrement faire refléter ou alerter sur un problème de management, sauf bien sûr si le service comporte que 2 personnes et qu'une des 2 est en longue maladie. Comme on peut rapidement le deviner, la répartition dépend de l'indicateur de sa fonction. Qu'attendons-nous de cet indicateur? Que recherchons-nous comme information? Et que recherchons-nous dans l'information qu'il va nous fournir? Et quelle forme donc donner à cet indicateur pour qu'il soit le plus efficient possible? Autre situation, donc ça c'est vraiment typique, autre situation, et ceci dans le cadre d'une GPEC, d'une gestion prévisionnelle des emplois et carrières,
La pyramide des âges est essentielle. Elle est essentielle là-dedans, évidemment, mais elle est pertinente que si elle distingue les professions en voie de disparition. Je prends un exemple qui est le secteur bancaire. Il sera essentiel d'avoir une vision claire des âges pour le personnel au contact du public, puisque cette profession est appelée, c'est pas la peine de se le cacher, est appelée à disparaître, et qu'il faudra faire un travail important de formation pour les migrer vers une autre profession qui, elle, est en progression, qui est le traitement de la donnée. Alors, je sais, vous n'allez peut-être pas faire obligatoirement d'un conseiller ou conseillère de guichet en un data, data scientist, mais quand même, il va falloir y réfléchir dessus. Donc, c'est pour ça que vraiment, la clé de répartition de l'indicateur dépend à la fois évidemment de l'indicateur et de l'information que l'on veut retirer de cet indicateur. Évidemment, le but quand même est d'observer pour anticiper. Hein, ça on peut difficilement faire autrement. La gestion du personnel, ça s'apparente totalement au contrôle de gestion. D'ailleurs, de nouveaux postes s'ouvrent dans les RH en tant que contrôleur de gestion sociale. Ainsi, la mise en place de tableaux de bord sociaux se professionnalise parce que ces tableaux se complexifient et parce que ça devient un véritable métier que d'aller chercher le chiffre qui va bien, mais aussi, pas tout de le mettre sur papier, de le commenter, de l'analyser et de trouver ce qui va pas, et évidemment d'aider à trouver les mesures correctrices. Tout comme le contrôle de gestion, le tableau de bord RH regroupant plusieurs indicateurs ou KPI pour plus simple, comme on les appelle aussi généralement, doit permettre une lecture visuelle de la santé de l'entreprise, une mise en évidence des points améliorés et de l'évolution de la situation. Comme nous l'avons abordé, si nous souhaitons avoir une lecture par comparaison, l'échelle temporelle choisie n'est pas la même selon les indicateurs. On se retrouve avec le même problème que précédemment. Elle doit permettre la mise en évidence de l'information que nous recherchons évidemment avec cet indicateur. Mais attention, plus votre échelle est petite, plus le travail sera lourd et répété. Aussi, si cette temporalité doit être synchronisée avec votre capacité à sortir ces chiffres, elle n'en doit pas moins quand même vous permettre de lire correctement votre entreprise. Mais c'est le deuxième critère qui doit vous guider lorsque vous allez mettre tout ça en place. Ensuite, il ne faudra pas confondre l'événement ponctuel à la grande tendance. Pour exemple, hein, s'il y a jusqu'à peu d'années en arrière, 2 démissions dans le même mois étaient plus liées au hasard ou un départ appelant un autre départ par débauchage, autant de nos jours, il n'est pas possible de ne pas être vigilant à la multiplication des démissions ou demande de rupture conventionnelle ou absence, abandon de poste. Et ne penser qu'en termes financiers, dans le style, bon débarras, celui-là, c'est des meilleurs qui restent, etc., etc. Parce que nous nous retrouvons ici face à des problèmes de fidélisation dans l'entreprise. Enfin, le découpage des populations par secteur, atelier, service, n'importe, comme votre organisation le demande, permet de cibler les zones à risque ou les zones sur lesquelles votre vigilance doit être plus forte, soit en matière de collaborateurs toxiques, soit en matière de problèmes de management, et aussi d'anticiper des actions ciblées sur ces services. C'est à ça que servent tous ces indicateurs, pas uniquement à se faire plaisir.
L'indicateur, bon, on va voir quelques indicateurs. Les indicateurs de base, alors vraiment de base. Voyons maintenant quelques indicateurs. Concernant la démographie de votre entreprise, le nombre d'employés, l'âge moyen, l'ancienneté moyenne. Pour ces deux derniers, la pyramide des âges est évidemment permet une lecture immédiate de l'entreprise, surtout si on choisit le bon pas. Alors le bon pas, ce que j'appelle le bon pas, c'est des découpages par 1 an, 5 ans ou 10 ans. Le ratio homme-femme, la diversité, femmes, personnes handicapées ou autres. Certaines entreprises vont même travailler leur diversité jusqu'à compter les minorités visibles, les minorités ethniques, autochtones, etc. Là, je vous mets particulièrement en garde contre ce genre de comptabilisation, sachant que vos fichiers ne peuvent en aucun cas détenir de telles informations. Rappelez-vous les affaires retentissantes qui ont pu toucher certaines très grandes entreprises, même si cela n'a pas fait le buzz longtemps, reste que ça fait un peu tâche si vous vous faites choper. Autre indicateur concernant la structure de votre organisation, le pourcentage d'effectifs permanents, enfin le nombre et pourcentage évidemment. Les effectifs permanents, je rappelle, c'est le personnel présent le 1er janvier de l'année et toujours présent le 31 décembre de la même année. Le pourcentage de contrats temporaires, le pourcentage de temps plein, de temps partiel, les pourcentages de syndiqués. Là, toujours pareil, je ferai la même mise en garde que précédemment. Et en plus, franchement, je ne vois pas ce que ça peut apporter de comptabiliser les syndiqués, hormis le fait de vous montrer que vous avez parmi vos effectifs un excellent commercial dans un service. La répartition par niveau hiérarchique, toujours, évidemment. Tout ce qui concerne le temps de travail, alors évidemment, l'absentéisme, c'est-à-dire le nombre d'heures d'absence exprimé en pourcentage des heures disponibles pour travailler, le nombre de jours perdus par employé, cet indicateur mesure le nombre de jours d'absence par employé, par salarié. Un indicateur qui a été connu sous le nom de facteur de Bradford, c'est l'indicateur qui met en relation la fréquence des absences avec leur durée. Combien de fois j'ai des absences de 1 jour, de 2 jours, de 10 jours, de 30 jours, de 100 jours. Cet indicateur peut être intéressant pour avoir une meilleure vision de l'absentéisme et détecter si une absence de très longue durée ne cache pas de multiples petites absences qui polluent fortement, elles, la productivité de l'entreprise. Donc, on a la durée moyenne des absences, mais comme même réflexion tout à l'heure, la durée moyenne cache des choses toujours. D'après le taux de fréquence de ces absences, donc quand on panache l'ensemble, on retrouve l'idée du facteur de Bradford. Et pour info, juste pour info comme ça, vraiment comme ça pour info, le taux d'absentéisme est actuellement en pleine progression, puisqu'en 2021, il était de 5,5%, alors qu'en 2019, il était que de 4,8%, qui est passé subitement à 5,7 en 2020, mais il y avait une petite chose qui permettait, qui faisait augmenter les taux d'absentéisme, et que pour 2022 et 2023, ces chiffres-là sont encore supérieurs à ceux connus en 2021. Et là, il faut se dire que une vigilance sur ce point n'est pas à exclure. Concernant le turnover, la démarche n'est pas sans intérêt actuellement. Le turnover, dans le calcul, est les sorties plus les entrées, l'ensemble divisé par 2, le tout divisé par l'effectif total en début de la période.
gros indicateurs qu'il faut suivre et pas juste encore une démission, c'est pas bon. C'est un taux qui est extrêmement important actuellement pour la survie des entreprises. Des indicateurs donc de recrutement qui en découlent. Hein. Alors ça, c'est, enfin, je le dirai plus tard. Le coût par embauche, c'est-à-dire les mesures, le montant total d'argent déboursé par l'organisation pour recruter un nouvel employé. Très important à connaître. Le délai d'embauche, c'est le temps requis, le nombre de jours calendaires pour voir un poste. Très, très important actuellement. L'indice de qualité de l'embauche, bon, c'est un indicateur qui mesure la fonction recrutement de l'organisation, en plus de mesurer la qualité des embauches faites. Hein. Cela concerne évidemment les sociétés importantes ou ayant un volume de recrutement important. Habituellement, c'était un indice personnalisé pour l'organisation, incluant entre autres le taux de rétention des recrues, la performance des recrues, la satisfaction linéaire du gestionnaire par rapport à la recrue et la satisfaction de la recrue elle-même. D'autres indicateurs de recrutement, le taux d'embauche en temps, ça c'est, comme on l'a vu, extrêmement important, le nombre de jours vacants des postes clés. Là, c'est pas important, c'est essentiel, ça rentre tout à fait dans le décompte. C'est en plus d'avoir un coût de recrutement, vous avez un coût de non-production parce que la personne n'est plus en poste et que vous avez personne pour la remplacer. Le taux de renouvellement involontaire des recrues. Alors, ce qu'on appelle recrue, c'est présente de moins de 2 ans. Le taux de démission des recrues, moins de 2 ans aussi. La diversité de recrues, mais alors là, toujours avec les mêmes remarques hein, concernant la diversité. Le taux d'acceptation des offres, le taux d'embauche en provenance d'un programme de référencement, ça peut être intéressant pour savoir si ça vaut le coup de passer une annonce sur LinkedIn ou pas. Le taux de réembauche, la qualité de LinkedIn ou de Pôle emploi, hein, on est à peu près dans les mêmes taux. Taux de réembauche, la qualité de ma société. Oui, le taux de réembauche est assez important. Parce que ça veut dire que la qualité de ma société n'est pas reconnue en interne. Il faut que la personne aille à l'extérieur pour s'apercevoir que ma société on n'y est pas si mal que ça à l'intérieur et que l'herbe n'est pas obligatoirement plus verte en face. Donc, toujours pareil, il y a un taux, on rembauche beaucoup de monde, c'est bien. Alors, il y a c'est bien, et il y a la deuxième lecture qui est de dire c'est bien, mais il y a quand même un problème, c'est que pourquoi les gens reviennent et pourquoi les gens en sont partis. Et donc, il faudra là faire un travail d'analyse, comme sur tous les autres indicateurs, mais vraiment des travaux d'analyse poussés. Le taux de satisfaction envers le processus de recrutement, bon, gestionnaire le candidat, alors ça reste des indicateurs très proches de l'EAP, d'entretien annuel de performance du service recrutement, où cela relève tout simplement de l'autosatisfaction. Enfin, tous les indicateurs de formation, cette activité a, elle, très rapidement connu les indicateurs et les a surmultipliés dans le cadre du développement humain. Les DRH se sentent sûrement plus à l'aise avec le développement humain qu'avec la rentabilité et la gestion. Les indicateurs de formation et de développement, quelques indicateurs. Les heures de formation par employé. Bon, ça mesure le nombre d'heures de formation moyenne par employé, pardon. L'investissement en formation par employé, évidemment, c'est cet indicateur qui établit les investissements en formation, c'est-à-dire le coût du poste formation sur les effectifs globaux. Autre indicateur, le nombre de cours offerts, le nombre d'employés formés, le pourcentage d'employés formés, le nombre d'heures de formation données et le nombre moyen d'heures de formation, le nombre de plans individuels de développement, c'est
vous avez décidé tout un plan de formation pour une personne. Et là, vous avez un super budget et vous êtes super performant. Et le pourcentage, évidemment, d'achèvement de ces plans individuels de développement. Les indicateurs de qualité de formation, taux de satisfaction des formations, nombre d'abandons en cours de formation, taux de réussite des formations, nombre d'employés qui ont réussi et pourcentage d'employés qui ont, donc évidemment le pourcentage d'employés qui ont réussi, ce qui me semble moi très délicat à mettre en place. Alors il y en a où c'est simple, hein, certification Microsoft, il l'a pas. Mais je vais faire une formation sur le stress, le harcèlement, la qualité de vie au travail, pour savoir si c'est réussi ou si c'est pas réussi. Ça devient un petit peu plus compliqué. Indicateur de coût de la formation, plus simple, c'est le total des coûts de formation, le coût de formation par heure, le coût de formation par rapport à la globalité, pourcentage des dépenses. Par contre, quelques difficultés peuvent apparaître en cas d'organisme de formation intégré à l'entreprise, où là, il va falloir évidemment renvoyer tous les coûts liés à cet organisme interne, sachant qu'évidemment, vous aurez des personnes qui seront à X% dévolus à cet organisme, d'autres à 100%, d'autres de temps en temps, d'autres, ça va être sympa à calculer. Certains indicateurs peuvent venir aussi des entretiens annuels ou biannuels avec le personnel. Naturellement, nous aboutissons aux indicateurs de gestion de la performance, indice de performance de la gestion, performance moyenne des employés se rapportant à un gestionnaire exprimé en pourcentage d'une performance moyenne cible de l'organisation. Qu'est-ce que vous attendez de la personne et où elle se situe, en gros. Différentiel de rémunération entre les hauts performants et les autres. Ça compare donc évidemment les rémunérations moyennes des hauts performants et celles des catégories à performance satisfaisant ou basse. Très délicat, très délicat à commenter parce que ça veut dire que vous avez inclus dans vos fichiers des indicateurs un petit peu particuliers qu'il va falloir, si quelqu'un tombe dessus, qu'il va falloir expliquer, justifier et à terme effacer. Taux de roulement des hauts performants, c'est-à-dire pourcentage représentant le nombre de hauts performants qui quittent l'organisation ou l'entreprise pour une période donnée par rapport au nombre de hauts performants sur la même période. Et quelques autres indicateurs de performance, c'est le nombre d'employés évalués et donc le pourcentage d'employés évalués, la performance moyenne, le nombre de hauts performants, le nombre de bas performants, le nombre de performants satisfaisants et le nombre de hauts potentiels. Tout ça, ça c'est des chiffres qui font extrêmement plaisir au RH. Et évidemment au haut potentiel. Peuvent y être annexés l'ensemble des indicateurs liés au poste clé et à la capacité de l'entreprise de faire face au départ des titulaires. Et ça, c'est un indicateur extrêmement important. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais si machin s'en va? On est bien dans la mouise. S'il s'en va, comment on fait pour le remplacer? Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher à la concurrence un gars similaire? Et on sait que ça va nous coûter un bras et que on n'est pas même pas sûr de réussir. D'où la formation d'un second, mais qui risque d'être quand même attendu comme un second et rejeté comme un second. Voilà pour ça. Oh, bah, j'ai un petit peu de retard dans mes
Maintenant, tous les indicateurs liés aux rémunérations. Ben là, on va essayer de taper quand même. Les indicateurs de rémunération qui restent avant tout de déterminer ce que l'on appelle salaire. Bah ouais, parce que de dire on va chercher combien nous coûte, quelle est la moyenne des rémunérations et tout, c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est pas aussi simple que on veut bien le dire. Est-ce que c'est le salaire de base? Bon, pourquoi pas. Je veux dire, ça n'a pas une valeur fantastique, mais ça a au moins le principe d'être ce que vous avez signé, donc ce que vous avez prévu. Le salaire brut ou le salaire brut plus les charges. Alors, le choix, il n'est pas tout à fait anodin. Lorsqu'on connaît quand même les mécanismes des réductions de charges type Fillon, les écarts sont donc particulièrement nets lorsqu'on compare une embauche au SMIC, par exemple, avec une embauche à un agent de maîtrise ou à un cadre débutant. L'écart est d'autant plus considérable si on fait apparaître les charges plus les salaires plus les charges. Si quand on dit il y a une réduction, il y a un tassement des grilles, ce qui est complètement vrai avec l'augmentation du SMIC, il faut mettre ça aussi en rapport sur un tassement des charges qui accompagnent le salaire. Parce que plus vous êtes proche du SMIC, plus votre réduction de charge est importante. Donc, évidemment, plus votre coût est faible, salaire plus charge, alors qu'il est fort en salaire plus charge chez les cadres débutants, plus votre écart est important, évidemment. Et il est quand même très intéressant de se pencher sur ce problème avant d'attaquer tous les indicateurs de rémunération. Les rémunérations donc moyennes par ETC, c'est effectif temps complet. Hein. On remet les temps partiels à la valeur d'un temps complet. On mesure l'investissement donc moyen annuel d'une organisation, d'une société dans son capital humain. L'évolution de la rémunération totale, cet indicateur, il mesure en pourcentage, évidemment, les écarts de rémunération totale d'une année sur l'autre. Intéressant de savoir pour la suite surtout. Coût de la main-d'œuvre en pourcentage des revenus, c'est-à-dire les coûts totaux de main-d'œuvre par rapport aux revenus d'exploitation de l'organe de la société, exprimé en pourcentage. Le ratio de comparaison salariale, c'est la comparaison du salaire d'un employé par rapport à la valeur médiane de l'échelle salariale. Alors, médian, c'est j'en ai autant en plus que autant en moins. Appelé aussi le compta ratio. Ça, c'est quand on est des super spécialistes. On dit, oh, le compta ratio. J'ai un compta ratio qui est nul à baver. Cet indicateur n'a d'intérêt que si vous avez un découpage sectoriel fin et une possibilité de comparaison dans le temps, qui est un petit peu compliqué des fois parce que une entreprise, ça bouge, l'organisation d'une entreprise bouge. Les indicateurs qui pourraient être à la fois tenir de la démographie et de l'organisation et de la rémunération, c'est toutes les heures sup. Le taux de temps supplémentaire, il établit le pourcentage que représentent les heures travaillées au temps supplémentaire par rapport aux heures totales travaillées dans la période. Le taux de fréquence du temps supplémentaire, c'est le nombre total d'employés ayant fait des heures sup ou complémentaires d'ailleurs, en fonction du nombre moyen d'employés dans l'entreprise. Et le taux supplémentaire en pourcentage des coûts de main-d'œuvre, c'est le coût des heures supplémentaires en fonction des coûts totaux de main-d'œuvre de l'organisation. Là, subitement, ça intéresse beaucoup moins les RH et beaucoup plus les comptables, les financiers. Évidemment, ces indicateurs doivent absolument faire apparaître la distinction homme-femme.
De toute manière, hein, vous en aurez besoin pour la BDSE, pour l'index homme-femme et le bilan social. Ils peuvent aussi permettre de faire apparaître des déséquilibres entre les services, mettre au jour des affirmations faites dans les couloirs, en réalité basées sur des chiffres. C'est-à-dire, au moins là, vous pourrez dire non, ceux-là ne sont pas payés beaucoup plus cher que les autres. Voilà la moyenne des salaires sur ce service et sur l'autre service, la moyenne, vous qui pleurez tout le temps, votre moyenne de salaire, elle est à ce niveau-là, soit à peu près égale aux autres. Les indicateurs liés à la performance, et là, subitement, vos codir va commencer à s'intéresser à vos chiffres. C'est essentiellement, l'essentiel demeure dans les indicateurs de performance de l'investissement humain, c'est-à-dire les indicateurs financiers RH, le revenu par salarié ou par équivalent temps plein, temps complet, ETP ou ETC, appelez ça comme vous voulez. C'est tous les revenus générés par chaque salarié ou par chaque équivalent temps complet. Dans certaines situations, cet indicateur permet de mesurer la véritable efficacité d'un recrutement supplémentaire et de la marge dégagée que l'on est en droit d'attendre. C'est particulièrement important sur des entreprises à faible effectif où on veut absolument savoir combien on peut espérer de chiffre d'affaires supplémentaire si on arrive à embaucher une personne supplémentaire. Et quel coût ça va engendrer, et comme ça on a un joli pourcentage. Tout ce qui est lié profit avant impôt par salarié ou par ETP, ETC, c'est le montant donc du profit avant impôt pour chaque employé de l'entreprise. Le retour sur l'investissement du capital humain, c'est le profit avant impôt pour chaque euro investi en salaire et avantages sociaux. Et c'est là où la notion de rémunération commence à être compliquée. Ainsi appelé le taux de rendement du capital humain. Et la valeur ajoutée du capital humain, c'est cet indicateur qui mesure la valeur ajoutée par employé. Il ajuste la valeur du profit en ne tenant pas compte des dépenses liées au capital humain. Là encore, on peut vite se rendre compte, j'en suis là-dedans, on peut vite se rendre compte de l'intérêt des découpages choisis, puisque non de valeur que la comparaison, évidemment. La comparaison par secteur et la comparaison dans le temps. La performance ne se calcule pas de la même manière pour un ouvrier de fabrication qu'un salarié inclus dans un pool comptable. Par contre, l'évolution d'une année à l'autre du CA produit pour l'un ou du nombre de factures traitées pour l'autre est, elle, particulièrement parlante. La limite des comparaisons temporelles et l'évolution structurelle que peut connaître une entreprise. Évidemment, tout se fâche, tout se détruit, c'est l'angoisse totale pour celui qui a gentiment construit ces tableaux. C'est lors d'un rachat, d'une fusion, ou d'une réorganisation interne, d'un PSE, faites ça comme vous le sentez, dans le sens plus, dans le sens moins. Mais de toute façon, c'est une véritable catastrophe puisque ça va occulter totalement la possibilité de faire des comparaisons temporelles. Il faudra donc tenir en compte, et ça rendra évidemment la lecture beaucoup plus compliquée pendant toute une année. Et oui, pendant toute une année, vous aurez un responsable un contrôleur de gestion sociale qui sera de mauvaise humeur. Mais ça y passera, ça y passera.
Bon, il y a évidemment dans tous ces indicateurs des indicateurs que l'on dit obligatoires et que vous ne pouvez pas passer à travers parce que ce sont dans vos obligations légales. Bon, la BDESE, hein, comme nous l'avons vu précédemment dans un webinar. Alors là, c'est une source inépuisable d'indicateurs hein, de toutes sortes. Hein. Et en plus, ils sont parfaitement encadrés par la loi. Donc là, vous allez pouvoir vous régaler. Et vous, à mon avis, vous avez déjà travaillé dessus, même si vous avez sûrement oublié quelques-uns, parce que vraiment, c'était trop lourd. Le bilan social, par exemple, aussi, hein, ça reste, qui reste existant, il faut le savoir, parce qu'il n'est pas destiné aux mêmes personnes. Donc, ça reste le bilan social. Il reste quand même des indicateurs liés à la démographie, hein, l'absentéisme, la sécurité, la rémunération, leur découpage. Tout ça est beaucoup plus simplifié, la temporalité est clairement établie, hein, on revient que 3 ans en arrière, et une présentation parfaitement normalisée. La grande différence des indicateurs plus sophistiqués, ceux-ci sont destinés aux représentants du personnel pour la B2SE et à l'ensemble du personnel pour le bilan social. Donc chaque année, et au plus tard, le 1er mars, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet de manière visible et lisible la note globale de l'index égalité hommes-femmes, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs la composant. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher un chiffre. Cette année, on va dire 95. Ouais. Non, il va falloir prouver un peu mieux. Il faudra mettre en place tous les indicateurs qui composent l'index. Ces informations devront rester en ligne une année complète, hein, jusqu'à l'arrivée de l'indicateur suivant, hein, de l'année suivante. Vous devrez également le communiquer avec tous les détails des différents indicateurs au CSE et aussi à l'inspection du travail, qui se fera un plaisir de le mettre dans un carton. L'index sur 100 points est composé de 4 ou 5 indicateurs selon la taille, hein, vous le savez. Vous êtes plus ou moins à 200, la limite étant à 250 salariés. Donc, il y a les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, les écarts de répartition des augmentations individuelles, les écarts de répartition de promotion, mais ça, c'est uniquement pour les plus de 250. Le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations, et tout ça, normalement, figure dans votre B2SE et ne devrait pas vous poser de problème. Enfin, presque. Enfin, vous avez toutes les consultations obligatoires. Alors là, vous avez aussi une mine d'indicateurs à fournir. Ce sont, comme par exemple pour la formation, où vous devez avoir une info-consulte sur ce sujet. Comme dit précédemment, hein, ces indicateurs s'adressent au plus grand nombre et donc n'ont pas la précision par le découpage, hein, le secteur ou la temporalité que peut avoir vos indicateurs, vos autres indicateurs qui sont dans ce cas-là des outils de travail. La publicité de ces fameux indicateurs, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces indicateurs en gros? Je le redis, le travail préparatoire de votre tableau de bord RH est excessivement important. Trop d'indicateurs n'avancent à rien et vous ne devez pas créer des indicateurs pour votre seul plaisir. Ah oui, ils seront intellectuellement très intéressants pour vous, mais n'apporteront strictement rien à l'entreprise. Alors, votre travail préparatoire devra aborder le problème aussi de la publicité. Donc, vous avez vu avant le problème de l'indicateur lui-même, de sa temporalité, de son découpage et maintenant de sa publicité. Qui a besoin de cet indicateur et qui attendra réellement cet indicateur avec impatience? Non, madame, ce n'est pas la bonne réponse.
Cela ne peut pas se faire en grande masse, mais au cas par cas. Et vous n'avez surtout pas intérêt à passer à côté de ce travail. Réellement, ne vous passez pas outre ce travail de préparation, parce que là, vous êtes parti dans une aventure qui risque de vous dépasser. Parmi évidemment les grands destinataires, il y a le comité de direction, la direction et le CODIR, qui sont destinataires de vos indicateurs. Hein. Par contre, il vous faudra quand même sûrement batailler pour qu'ils ne soient pas relayés et relégués à la fin de la séance, avec pour principale caractéristique d'être le moyen d'ajustement du temps de la réunion. Hein, vous voyez, la variable d'ajustement. Oh ben, on n'a pas le temps, les gars. Vous nous les présenterez le mois prochain. Ayez en tête que les problèmes de gestion du personnel ne sont pas toujours la préoccupation première des CODIR. C'est d'ailleurs pour ça que l'on a créé des DRH. Il faut bien s'en débarrasser. Autre grand destinataire, c'est vos représentants du personnel. Hein. Ça, là, lors des infoconsultes ou par le biais de la BDESE. Ceci, alors, c'est des gros demandeurs. Gros demandeurs parce que il est plus simple à lire, parce que c'est beaucoup plus simple à lire qu'une analyse plus rapide et plus actualisée. Reste néanmoins, et comme nous venons de le voir, tous ces indicateurs n'ont pas vocation à être publiés largement. Donc, je reste persuadé qu'il faille s'en tenir au minimum vis-à-vis des représentants du personnel, même si certains pourraient supporter des aménagements à la demande des RP, des représentants du personnel. Enfin, pour vous simplifier la vie, réfléchissez à il y a aussi évidemment en destinataire des salariés aussi de temps en temps, ça fait pas de mal. Franchement, ça fait pas de mal d'y penser un petit peu, pour certains indicateurs évidemment. Donc réfléchissez à une data room où l'ensemble des documents pourraient être en libre service. Alors, je vous indique qu'il existe quand même des applications relativement simples qui permettent de limiter l'accès aux documents en fonction de droits d'accès définis préalablement. C'est extrêmement pratique. Vous n'avez droit d'avoir qu'une certaine catégorie et n'apparaissent dans les possibilités de lecture qu'une certaine catégorie de documents, par exemple. D'ailleurs, selon votre équipement, ça dépend comment vous êtes équipé à ce niveau-là, un détournement de la BDESE peut vous permettre ce type de diffusion, puisque normalement vous avez un système de BDES qui permet de distinguer les populations ayant accès à certains dossiers. Donc, vous pourrez très bien créer une autre population qui s'appellerait la population COPDIR et les personnes auraient accès à l'ensemble des tableaux que vous aurez déterminés comme destinés à cette population. Donc, gardez surtout en tête que la diffusion fait partie du travail préparatoire. Et mieux cela est réfléchi, plus c'est simple et moins c'est chronophage. Et pour vous, pour votre service ou pour votre futur service. Vraiment, soyez extrêmement vigilants à ce niveau-là, sur les 3 points, c'est-à-dire déterminer l'indicateur, déterminer le découpage de l'indicateur, la section, la temporalité et la diffusion. Si vous ne travaillez pas dessus et si vous faites ça au coup par coup, tiens, il faudrait un nouveau tableau demain, évidemment, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que les indicateurs, le KPI, sont un outil de contrôle et de pilotage de l'entreprise et qu'il convient d'y réfléchir en ce sens.
avant de répondre à toutes les sollicitations que l'on va vous faire. Que le contrôle, oui, pardon, que le contrôle vaut largement, le contrôle de gestion sociale vaut largement le contrôle de gestion. Si de nouveaux postes s'ouvrent actuellement, c'est pas par hasard, et la RH ne doit pas souffrir d'un sentiment d'infériorité face à la finance à ce niveau-là. L'investissement humain est tout aussi sensible et important que n'importe quel autre investissement. Que votre tableau de bord RH doit être soigneusement préparé pour s'éviter un fastidieux travail qui va se révéler être très rapidement inutile. La gestion des indicateurs est chronophage. Ayez cela en mémoire avant de vous lancer dans cette aventure. Ne rêvez pas, un stagiaire ne suffira pas à mettre en place, à réaliser, à diffuser et à commenter les indicateurs. Non, 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 ne rêvez pas, messieurs, dames. Ça, c'est pas vrai. C'est peut-être ce que le stagiaire a essayé de vous dire, mais ce n'est pas vrai. Parce que le stagiaire, lui, il va s'en aller. Que la multitude des indicateurs va vous obliger à faire... Non, pardon. Soyez prévoyants, mémorisez le fait qu'il faudra faire vivre tous vos indicateurs, c'est-à-dire les mettre à jour, les faire évoluer avec le temps, tout comme votre entreprise évolue et que votre temps disponible, lui, ne s'allongera pas pour autant. Que la multitude des indicateurs vous oblige à faire des choix, soyez créatifs, ça c'est sûr, mais pas téméraire. Créatif par rapport à votre secteur, parce qu'évidemment, les indicateurs dans un hypermarché concernant les salariés ne seront pas les mêmes que dans une usine, même si quelque part c'est la même idée. Dans un hypermarché alimentaire, par exemple, on va calculer le nombre de clients traités par chaque caissière, puisqu'il y a quasiment personne d'autre en surface de vente. Qui sont en contact et qui soient réellement en contact avec le public. Alors que ça, vous n'en avez absolument pas besoin dans une usine. Soyez créatifs, mais réellement créatifs, c'est tout. C'est tout, parce que ça va être très dur à suivre. Reste que ces indicateurs sont destinés à l'entreprise et à ses composantes, alors consultez les intéressés. Je crois que là, toujours pareil, dans le travail préparatoire, il y a la consultation de ceux qui sont destinataires de vos indicateurs. De quoi tu as besoin? Est-ce que si je te fais ça, ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas? Si ça ne t'intéresse pas, on n'en parle plus. Enfin, toute dernière, sachez que vous devez diffuser ces indicateurs, mais avec intelligence. Soyez strict dans vos listes de diffusion et conservez, sauf si l'indicateur a raison, évidemment, votre idée de base. Sachez qu'évidemment, votre tableau, il est magnifique, mais ah bah ouais, mais il manque un petit truc, il manque quelque chose. Et c'est dommage d'avoir choisi cette couleur et pas l'autre couleur. Là, tu as mis la colonne de gauche à droite et la colonne de droite à gauche, mais là, c'est pas bien. Il faudrait que tu la remettes autrement. Alors, le découpage, il est pas bon. Il est bien ton tableau, mais le découpage, il est pas bon parce que bah, je vois pas mon sous-service. Et là, pourquoi moi, j'apparais pas sur les tableaux. Maintenez votre position. C'est vous qui allez y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour gérer le résultat final. Résultat qui ne sera peut-être à terme pas lu ou la demande oubliée par le demandeur le mois suivant. Alors soyez extrêmement vigilants, tenez bien votre position. Vraiment tenez bien parce que c'est très très lourd à gérer. Par contre, très intéressant pour gérer une entreprise. Très très intéressant.
Voilà ce qu'il y a à dire sur ce que je vais dire moi sur les indicateurs. Merci déjà pour votre attention, hein. J'espère que ce rapide tour d'horizon éveillera des questions de votre part. Je vous rappelle que notre service est présent pour y répondre et vous aider dans votre gestion quotidienne, hein, de vos salariés, si vous le désirez, évidemment. Et des modèles de documents et des fiches pratiques sont disponibles sur notre site, accessible par abonnement, et que nous vous invitons à vous rapprocher de votre commercial. Notre prochain webinar aura lieu le 11 juillet 2023. Nous nous pencherons sur le CDD de remplacement, ses particularités, et surtout sur les nouvelles dispositions qui sont apparues tout à fait dernièrement. Puis de toute façon, c'est un contrat d'actualité en saison estivale. Voilà le thème que nous aborderons, et le mois prochain, je serai ravi de vous y retrouver.